Le réel, c'est ce qui continue d'exister quand on cesse d'y croire, avançait l'auteur américain de romans, de nouvelles et d'essais de science-fiction, Philip Kindred Dick. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizin. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie ce soir d'accueillir Gérald Bronner. Bonsoir Gérald Bronner. Bonsoir. Vous êtes écrivain, sociologue français, très connu pour un nouvel opus, un triptyque. Nous avions déjà lu La démocratie des crédules et puis l'Apocalypse cognitive. Vous revenez avec un troisième volume, on pourrait le dire. Absolument. C'est vrai. Nous parlons des métamorphoses contemporaines, de notre appréhension du réel, Gérald Bronner. Cet enchevêtrement des frontières entre désir et réalité, vous le décortiquez en 400 pages environ, avec beaucoup de réalisme, d'exemples aussi assez criants. Ce glissement contemporain entre réalité, désir et croyance, vous nous le proposez. Quelle était votre thèse de départ pour terminer ce triptyque justement sur la réalité de notre monde ? La thèse de départ, elle tient un peu dans le titre, qui s'appelle « À l'assaut du réel ». Donc ça ne s'appelle pas la fin de la réalité. J'ai jamais cru que le réel pourrait disparaître. Par contre, ce que je vois, c'est que beaucoup de mes concitoyens se mettent en ordre de marche, en quelque sorte, pour ne plus entendre le nom que le réel oppose traditionnellement à l'expression de nos désirs. Vous savez que le réel, c'est quand on s'y cogne, quand on s'aperçoit de son existence, comme dirait l'autre. Mais on peut être dans des conditions sociales, technologiques, et c'est ce que j'explore, qui nous permettent de nous mettre à l'abri des rebuffades du réel par rapport à l'expression de nos désirs, surtout si nos désirs sont massivement dérégulés. C'est-à-dire si nous commençons collectivement à désirer au-delà du possible, qu'est-ce qui se passe ? C'est tout le sujet du livre. Voilà, c'est ça. Ne prends pas tes désirs pour des réalités, comme on nous disait souvent quand on était petit. Or, aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains prennent leurs désirs pour des réalités. Et puis surtout, vous le dites, les nouvelles technologies, intelligence artificielle et autres, le permettent, évidemment. Oui, l'intelligence artificielle, plus facile évidemment. Que dans les années 70, lorsque absolument. Vous étiez jeune. L'intelligence artificielle c'est un des outils les plus puissants pour troubler notre regard sur le réel, parce qu'il nous permet de confondre les productions artificielles des productions naturelles. Par exemple, sur les textes, c'est évident, sur les sons, les musiques, ou sur les images, et plus récemment sur les vidéos. Les vidéos deviennent relativement indiscernables. Vous savez, il y a cet outil qui s'appelle Sora 2, qui va arriver en Europe, qui est déjà aux États-Unis ou au Canada. Et cet outil nous permet de faire des vidéos avec des petits prompts rapides, et ces vidéos, elles sont extrêmement troublantes, de réalisme. Et nous dit-on, ne vous inquiétez pas, personne ne confondra avec la réalité, parce qu'il y a une estampille Sora qui montre que, si vous le partagez sur les réseaux sociaux, oui. Sauf qu'il y a déjà des individus qui ont réussi à retirer cette estampille, mais ce n'est pas tout. Oui. Il y en a qui ajoutent cette estampille Sora sur des vraies vidéos. Donc vous comprenez que la frontière qui sépare l'imaginaire du réel, elle est devenue totalement poreuse. Alors qu'est-ce que ça va nous permettre ? Mettez-vous à la place de nos concitoyens. Si nous avons une profusion d'images, de vidéos, de textes, et nous ne savons plus distinguer le réel du faux, le réel de l'artificiel, toute latitude vous sera donnée à croire ce que vous avez envie de croire. C'est ce que j'appelle dans le livre le scepticisme opportuniste. C'est-à-dire je vais douter en fonction de mes intérêts. Vous savez qu'il y a un certain nombre de personnels politiques qui en usent déjà, un peu partout. Vous voyez que Viktor Orban, par exemple en Hongrie, mène une campagne pour les législatives d'avril 2026 en utilisant des deepfakes de ses opposants, leur faisant dire à peu près n'importe quoi. Alors il ne dit pas que c'est vrai, il ne dit pas que ce sont des vidéos vraies, mais chacun peut croire ou ne pas croire. Et il y a même des politiques qui aujourd'hui disent « Ah ben non, vous m'avez vu dire cette bêtise-là, et c'était dans la réalité, mais non, en fait, je ne l'ai pas dit, c'était une production. » C'est un moyen aussi de nier des paroles qu'on regrette. Absolument, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs même en France, vous voyez, c'était tout à fait stupéfiant lorsque Emmanuel Macron a été giflé par sa femme, Brigitte Macron. Je ne sais pas si c'était la sortie de cet avion. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Le premier réflexe de l'Élysée a été de dire non, c'est pas un fait réel, ça a été produit par une intelligence. Ils sont revenus sur leur dire parce que là, très rapidement, pour être honnête, il faut le rappeler, ils ont rétro-pédalé. Mais le simple fait d'avoir eu ce réflexe est un symptôme très inquiétant de la post-réalité. Alors Gérald Bronner, effectivement, c'est pas très grave quand on met le sauvetage d'une autruche par un petit chat, alors que c'est de l'intelligence artificielle. Souvent, mes enfants me disent, quand je partage des choses, enfin, maman, tu n'as pas vu, c'est fake. Moi, je ne le vois pas personnellement. Donc, ça devient de plus en plus difficile. C'est difficile. Alors, eux, évidemment, sont éduqués un peu plus à ça, bien que, et c'est pas le débat aujourd'hui, mais l'éducation aux médias et à tous ces médias-là, en fait, devrait être dès le plus jeune âge dans les écoles. Mais peu importe, c'est allé à une rapidité telle qu'on a souvent pris le second mandat comme
de Trump comme point de départ en disant bah oui, lui il passe de la post-vérité, de la vérité à la post-vérité. On est vraiment, comme vous le dites maintenant, à la post-réalité. Est-ce que ce tournant-là, vous le délimitez justement au second mandat de Trump, au Covid? Comment est-ce possible que ce soit allé si vite cette dernière année? En fait, Donald Trump est un personnage dont on pourrait parler des heures, mais en l'occurrence, ce n'est qu'un symptôme de cette époque. Si Donald Trump a pu être élu, c'est parce que nous sommes rentrés dans une société et de post-vérité et plus précisément aujourd'hui de post-réalité. Il en est effectivement un symptôme virulent, je vous l'accorde. C'est très bien utilisé les outils. Oui, puis il casse tous les thermomètres qui nous permettent d'accéder au réel. Quand il licencie par exemple sa chef d'études statistiques parce qu'elle ne convient pas dans ses conclusions à ce qu'il voudrait justement imposer comme réalité à ses concitoyens, ou quand il veut désactiver des satellites de la NASA ou qu'il interdit certains mots-clés dans la recherche, c'est une façon de casser les thermomètres. Mais il n'est qu'un symptôme. L'histoire que je raconte, vous avez vu, sur le long cours de ces 400 pages, en effet, c'est une histoire qui remonte très loin, en fait, dans notre histoire. D'abord parce que cette pensée désirante qui nous fait plier le réel à notre volonté, elle est aussi vieille que l'humanité. Et même, probablement, on ne serait pas sorti des grottes si nous n'avions pu compter sur cette pensée désirante. Ce qui nous a fait tailler du silex, c'est la volonté de nous affranchir des conditions biologiques un peu défavorables qui étaient les nôtres. On n'a pas de carapace, etc. Donc il a fallu utiliser cette imagination, cette pensée désirante, pour changer notre destin biologique, notre réel. Et donc le corps est ce que nous devons dépasser en réalité. Et puis bien sûr, donc ça c'est le temps très long, mais cet invariant mental qu'est la pensée désirante, eh bien, il va s'hybrider en quelque sorte avec des variables économiques, sociales, technologiques, idéologiques, contemporaines pour former la situation dans laquelle nous sommes. Et les démocraties elles-mêmes, qui sont des systèmes que nous aimons évidemment, elles ont tendance à déréguler nos désirs, c'est-à-dire qu'elles nous portent à espérer au-delà parfois du possible. Et cette espérance, elle se traduit en frustration, en rage et en impression de perdre la maîtrise sur son environnement. Et l'impression de perdre la maîtrise sur son environnement, eh bien, ça peut nous conduire, par exemple, à adopter des théories du complot qui nous donnent l'impression, fallacieuse, mais l'impression que tout à coup le monde est plus intelligible. Il y a des gentils, il y a des méchants, les choses qui sont désagréables dans l'histoire ont été en fait produites par des intentions malveillantes. Nous cherchons maladroitement des formes de réassurance intellectuelle à réorganiser le monde en fonction de nos désirs et malheureusement la technologie et les narrations contemporaines nous y aident. C'est là-dessus que le populisme, évidemment, fait tout son œuvre, comment on dit, son commerce, évidemment. C'est des réponses simples à des problèmes très compliqués. Et dès qu'on voit que la réponse est trop simple, il faudrait tout de suite se dire, bon, ce n'est pas la réalité ou la vérité. Oui, c'est ça, le populisme, en fait, peut être d'abord... Décomplexifie le monde. Absolument, ça tient sur l'idée d'abord que le peuple serait trahi, ça c'est un motif narratif, mais ensuite il fait des propositions qui vont dans le sens de nos attentes intuitives. On va prêter par exemple tous les maux de la société aux migrants, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est un modèle d'intelligibilité qui fonctionne. On va par exemple douter du réchauffement climatique dans le cas de Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'il fait froid en ce moment. Vous avez vu, il fait froid. Non. Ça c'est les trucs. Et rappelez-vous sa façon de traiter l'hydroxychloroquine. Il a dit moi je la sens bien, cette molécule, je la sens bien. En fait, ça peut sembler caricatural, mais un certain nombre de nos concitoyens réclament que leur ressenti soit de nature à plier le réel. Oui. Et comme nous nous auto-observons sans cesse, nos ressentis nous donnent des impressions sur le réel et nous exigeons que ces impressions plient les normes collectives. Et c'est comme ça qu'on arrive vers la post-réalité. Alors, effectivement, les exemples parfois déroutants, on ne connaît absolument pas ces phénomènes de, vous allez m'en parler, hikikomori, shifter ou terrien. Donc, on sait ce qui se passe ici, on voit nos grands frères américains et autres, mais il y a déjà aujourd'hui des gens qui s'enferment dans une non-réalité, on va dire, dans un monde parallèle. Et ils sont très nombreux. Très nombreux. Des milliers. Alors, qui sont ces hikikomori, par exemple ? Les hikikomori, c'est un phénomène qui est né au Japon, mais il y a des hikikomori en Europe. Je suis sûr qu'il y en a en Belgique. Alors... Je dis déjà hikikomori, moi, comme Maurice, j'européanise déjà. Je pense que c'est un S qui se prononce pas. Hikikomori, oui, tout à fait, vous avez raison. Mais
je parle pas japonais, donc je vais être prudent. Et c'est arrivé à la fin des années 80, au début des années 90. Pourquoi ? Parce que, et surtout chez les jeunes garçons, parce qu'ils avaient une pression scolaire qui était très forte, des attentes très fortes. Oui. Donc voilà, là on est dans une incertitude objective, et en même temps, la première grande crise économique que le Japon a connue après la Deuxième Guerre mondiale. Ces deux paramètres ont donc fait que ces jeunes gens ont probablement espéré au-delà du possible. Vous voyez, cet écart entre ce à quoi ils croyaient avoir droit, je vais réussir, etc., parce que je travaille beaucoup dans les études, donc la pression en plus l'incertitude, et en même temps un dérèglement du marché du travail qui ruine leurs espoirs. Une partie d'entre eux sont rentrés un jour à la maison, chez eux, ils habitent encore chez leurs parents, dans leur chambre, et ils n'en sont plus ressortis pendant des jours, des mois, des années, voire des décennies, pour ceux qui n'ont pas réussi à s'en sortir. Et ce sont des communautés qui comptent des millions de personnes dans le monde, en réalité. Donc, ce n'est pas des toutes petites communautés. Les shifters, c'est une autre façon de contourner le réel, en fait. Ouais, c'est une des stratégies. Il y a 4 grandes stratégies par rapport au réel. Et une des stratégies, c'est le contournement du réel. Quand notre désir ne peut pas être réalisé, il reflue, y compris sous la forme de dépression. On a aujourd'hui des épidémies de dépression, d'après les psychiatres, qu'on n'a jamais vues. Et la santé mentale chez les jeunes est épouvantable. Absolument. C'est probablement l'expression d'un reflux du désir. La dépression, c'est l'anédonie, c'est l'absence de désir. C'est pas la tristesse à proprement parler, c'est l'absence de désir. Et les shifters, c'est encore une autre catégorie, plutôt genre et femme cette fois. Donc ça, c'est intéressant. C'est à l'occasion de la Covid, des jeunes femmes majoritairement qui ont redécouvert des techniques d'auto-hypnose pour se projeter dans des mondes imaginaires. Et pourquoi pas ? Pour le coup, elles font de mal à personne, mais vous voyez, c'est la volonté de vivre dans un autre monde, de contourner le réel. Alors qu'est-ce qu'elles imaginent ? Des mondes fictionnels. En particulier, c'est leur génération, le monde d'Harry Potter. Et parce que des anthropologues sont allés leur poser la question. Et quelle est la question qui les intéresse le plus dans Harry Potter ? Ce sont des histoires romantiques, amoureuses. Elles tombent amoureuses, mais pas de Harry Potter. Elle tombe amoureuse du méchant, de Malfoy. Et ça, c'est un fait. Le bad boy. Tout à fait révélateur. Alors, je vous laisse interpréter ce que ça peut vouloir dire, mais c'est mise en regard de la passion pour ces générations des dark romances, etc. Ce sont des faits qui sont à interroger, qui sont assez intéressants. Et puis alors, il y a ceux qui découvrent une autre réalité, une autre identité qu'ils s'imaginent. Donc, je suis aujourd'hui un petit garçon de 5 ans parce que je le sens et j'ai décidé de l'être. Et là, vous les appelez, ou on les appelle les terriens. Alors là, c'est effectivement, c'est la question des troubles identitaires. Il y a toujours eu des troubles identitaires à travers l'histoire, mais maintenant, il faut trouver des narrations. C'est ça la question. Et alors, pour parler des terriens sont des communautés d'individus qui croient être des animaux et non pas des êtres humains. Alors, par exemple, ils ont un ressenti, un exemple, les anthropologues aussi, je me réfère à cette littérature, ont testé ces gens par des entretiens, et donc il y a quelqu'un qui dit « Moi, je me sens plus lourd depuis que je suis né. Depuis l'enfance, j'ai ce ressenti. Et je ne moque pas du tout ce ressenti. Il a ce ressenti. Ça peut être un problème de proprioception. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'un de leurs membres ne leur appartient pas. Oui. Et d'ailleurs, qui se font même amputer. Ils vont jusqu'à l'amputation. Il y a des chirurgiens qui acceptent de faire cela parce qu'ils sont très malheureux avec ce membre qui, pensent-ils, n'est pas à eux. Et alors lui, il se sent plus lourd. Bon. Et évidemment, ça n'aurait pas de sens. C'est une anomalie de ressenti. Mais grâce au monde numérique qui réunissent les raretés les plus improbables sur la Terre, en fait, il découvre la communauté des Terrians, qui se croient être des animaux, et il comprend qu'en fait, il est un ours. C'est ça qui explique en fait cette lourdeur. Et donc, ceci dit, ça c'est des gens qui ne causent de trouble à personne. Et je ne crois pas que nous allons tous demain devenir des Terrians, qu'on se comprenne bien. Je ne crois pas, c'est pas une panique morale, je ne crois pas que ce genre de choses vont se généraliser, mais comme je l'explique dans le livre, par la grimace, le visage, c'est-à-dire par les formes les plus radicales de réclamation face au réel, on peut comprendre certains autres processus. Par exemple, tout le monde n'est pas hikikomori, mais par contre, un certain nombre de nos jeunes s'abandonnent dans des mondes alternatifs comme les jeux vidéo. Voilà, vous l'expliquez aussi. Le métavers, mais ne serait-ce que les jeux vidéo. C'est une façon de s'absenter du monde. Ce sont des univers alternatifs. Et tout est une question de proportion. Mais aujourd'hui, il y a même moyen de vivre une vie dans le métavers qui paraît tout aussi réelle que la vraie vie. Oui, alors le métavers... Il y a des personnages comme le barman que tout le monde connaît. Mais c'est plutôt un échec en fait commercial pour l'instant, mais l'histoire n'est pas terminée. Pourquoi un échec commercial ? Parce qu'en fait, plus personne n'y va. Parce qu'en fait, l'ergonomie de ces univers, elle est trop contraignante. Le casque, moi, je l'ai essayé pour le livre. Oui, vous le racontez. L'histoire de ce barman qui est intéressante, qui restait plus de 8 heures par jour dans le métavers et qui était barman dans la vraie vie, mais qui disait qu'en fait, il ne pouvait mieux exercer son métier
dans le métavers parce Voilà, que les gens... le rôle social Voilà, les gens du se confient barman. plus. Oui, Les gens se confient plus comme ils sont sous avatar. Et donc, c'est très intéressant. Il y a des communautés comme ça qui se créent. Mais le métavers n'a certainement pas dit son dernier mot. Oui. Avec l'adjonction des intelligences artificielles, qui sait, et certainement pas moi, si Plus en plus demain, accueillant, entre guillemets. voilà, oui. ces mondes ne vont pas devenir de plus en plus désirables et peut-être à un certain moment plus désirables que le vrai monde. Par exemple, prenons les Terrianes. Si ce monde du métavers vous propose de vivre vraiment dans la peau d'un ours, bah ça devient très intéressant. Moi, je préfère un petit lapin, Gérald Brunner. Ah bah, vous serez un lapin, il n'y a pas de problème. Vous pourrez choisir, hein, c'est ça qui est intéressant. Justement, là, votre ressenti, le réel du métavers, il est tout à fait prêt à s'y soumettre. Oui, tout à fait. C'est notre réel à nous qui n'est pas prêt à se soumettre totalement à notre ressenti. C'est ça le problème. Et quand on négocie trop tard avec le réel, eh ben, on se fracasse contre le mur. Il y a évidemment, Freud en avait déjà parlé dans son principe de réalité, principe de plaisir. C'est vrai que l'être humain, notre cerveau, cherche tout le temps ce plaisir-là et de fuir finalement les difficultés, le malheur et la tristesse. Et le philosophe Alain a de très belles pages aussi, justement, sur l'enfance à ce propos. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui n'a pas encore acquis le langage? Comment il manifeste son désir? En pointant des choses qui font l'objet de son désir. Et il y a des grands géants magiques qui exercent leur pouvoir Nos parents. pour rendre compte du désir de l'enfant. De sorte que, dit Alain, l'enfant confond le signe et ce qu'il obtient grâce à l'expression du signe. D'où la pensée magique, d'après lui. Donc veillons. C'est pour ça qu'il y a un de mes chapitres qui s'appelle le singe magicien. Oui. Veillons à ne pas être enfermés totalement, collectivement, dans le destin du singe magicien. C'est bien d'avoir l'expression des désirs. Je ne voudrais pas vivre dans un monde sans désir, mais comprenons que lorsqu'elle est totalement dérégulée, ça aboutit à un conflit avec le réel qui ne tournera pas en notre faveur. Et effectivement, vous dites il y a différentes stratégies pour réinventer le réel. Il y a ceux qui le fuient, comme on vient d'en parler, et puis ceux qui le corrompent. On en a parlé juste avant aussi, les Trump et autres populistes. C'est évidemment une manière de déstabiliser et de contrôler le monde et de mettre fin à nos démocraties. Parce qu'en démocratie, on peut avoir le choix de son libre arbitre, que dans un État totalitaire ou irréel, c'est terminé. Certains pourront prendre la main. Ce qui nous menace, d'ailleurs, c'est une nouvelle forme de tyrannie. En fait, une forme de tyrannie qu'on n'a pas encore connue dans l'histoire, qui est la fragmentation de notre socle commun. Pour faire démocratie, il faut être capable de se disputer, c'est bien de se disputer. Débattre plutôt que se battre. Voilà, mais se débattre sur des faits sur lesquels on est d'accord. On n'est pas d'accord sur l'interprétation des faits, mais il faut être d'accord pas sur du réel, sur un même réel. Or, ce qui est en train de se produire, c'est un socle commun qui est alvéolé. C'est-à-dire que nous n'accédons plus au même réel. Comme aux États-Unis. Le moindre, comme aux États-Unis très largement, le moindre fait divers, prenons les États-Unis, l'assassinat de Charlie Kirk, vous vous en souvenez, a donné lieu à des interprétations sur son assassin. Alors certains, selon leurs intérêts, considéraient qu'il était d'extrême gauche, ou d'autres qu'il était d'extrême droite. C'est un peu comme le chat de Schrödinger, si vous voulez. Il était à la fois mort et vivant. Oui, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte. Tant qu'on n'a pas ouvert la trappe, et selon l'endroit dont vous regardez. Donc cette fragmentation du réel, elle peut aboutir à une tyrannie que j'avais appelée dans un livre précédent, vous avez eu la gentillesse de mentionner, la démocratie des crédules. C'est ça reste une démocratie, mais qui devient tyrannique, comme aux États-Unis, et où chacun vit dans son propre réel, et il est plus possible d'avoir une politique publique rationnelle si le réel est fragmenté, si notre socle commun est fragmenté de cette façon. Voilà le vrai grand danger. Ce n'est même pas le retour du fascisme, qui pourrait bien revenir, bien entendu. C'est pas la même forme, ce ne sera pas avec... C'est ça. Je me méfie un peu de la convocation des termes du passé pour penser le présent, parce que souvent ils peuvent occulter la nature réelle du danger. On n'est pas en 33 comme le disent certains, et en tout cas pas de la même manière. Je n'en sais rien en tout cas, mais faisons attention à ne pas produire des analogies qui deviendraient aveuglantes. C'est ça le danger, c'est ce que vous dites, atteindre un stade terminal de la corruption du réel. Oui, le stade terminal de la corruption du réel, alors ça n'arrivera pas. On n'y est pas encore. C'est chacun vit tout seul dans son propre monde. Voilà. Et donc là, il peut plus y avoir de vie collective. Ce qui disparaît, vous savez, dans tout ça, que l'on veuille intégralement mettre l'univers dans notre ego et dans nos ressentis, et plier l'univers à notre ressenti. Ou qu'au contraire, on veut projeter son ego dans l'intégralité de l'univers, comme veulent le faire les transhumanistes, par exemple. Eh bien, à la fin, qu'est-ce qui disparaît? C'est l'autre. Il n'y a plus que moi, mon ego. Place à la solidarité. Il n'y a plus l'autre. Pourquoi l'autre disparaît et pourquoi, dans certains esprits, c'est presque un délice? Parce que l'autre représente l'incertitude, ce que je ne maîtrise pas. Mais en même temps, c'est ce qui fait le sel de la vie. Sans cette incertitude de ce que l'autre peut être, à quoi bon vivre?
Et si vous prenez les grands textes utopiques, Thomas More, Campanella, etc., qu'est-ce qu'ils imaginaient? Ils imaginaient des individus qui se ressemblaient exactement, habillés de la même façon, habitant les mêmes maisons, avec le même mobilier. C'est la disparition de l'autre, parce que la disparition de l'autre, elle réduit l'incertitude, qui est une des malédictions de l'humanité, en réalité. On n'aime pas l'incertitude. Ah, on n'aime pas l'incertitude. Et vous parlez aussi de mélancolie démocratique, en effet. C'est que nos démocraties, on le sait, nous désillusionnent. On n'y croit plus, on n'y croit guère. Qu'est-ce qui pourrait faire revenir à une envie de ces démocraties, à un mythe commun, hein? On parle de réalité, mais on manque de grands mythes aussi aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et notamment parce que nous avons perdu notre grand mythe. Et nous l'avons perdu dans les années 60-70. Je le montre dans le livre avec des données massives. Et ce mythe, c'était cette représentation du temps qui nous faisait regarder demain avec envie. Oui. On se disait demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui, nos enfants vivront mieux. Or là, tous les sondages montrent... On est presque la première génération à se dire nos enfants vont moins bien vivre que nous. Absolument. Et c'est un fait social majeur. Oui. C'est un fait social majeur. Et ce mythe dont nous parlons tous les deux, sans l'avoir nommé, c'est le mythe du progrès. Oui. Voilà. Progrès, alors qu'on soit de droite ou de gauche, c'était transpartisan. On imaginait que demain serait préférable à aujourd'hui, qui était préférable à hier. Ça, nous l'avons perdu. C'est un mythe qui s'est évaporé, et c'est pas Internet qui a créé ça, je vous dis, c'est des années 60-70, j'ai testé sur plusieurs langues, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, en français, et on observe toujours la même période de décroissance de l'usage et du prestige du terme de progrès, auquel s'est substitué le terme innovation. C'est très intéressant, parce que l'innovation, j'ai rien contre l'innovation, mais c'est pas du tout une représentation collective. Vous êtes plus pour le progrès que l'innovation, vous. Les deux vous fustigez ceux qui sont contre le progrès. Vous dites, de toute façon, on n'ira pas contre, il faut faire avec. Les deux sont compatibles. Ça, je remarque simplement que l'un est une narration collective quand l'autre n'est pas une narration collective. Et donc, en effet, nous n'avons plus de grande narration collective, si ce n'est, qui s'est un peu situé, cette aventure qui paraît collective parce que tout le monde a la même, mais qui est en fait individuelle, qui est partir à la découverte de soi. Car ces données-là, elles sont corrélées à l'explosion de ce qu'on appelle le développement personnel. Par exemple, je donne aussi les chiffres, ou la recherche du mot bonheur, y compris en chinois, dans toutes les langues. Pensez à vous, l'individualité. Voilà. Et puis surtout, cherchez votre bonheur. Chercher le bonheur, mais surtout, qu'est-ce qui m'a empêché d'être heureux? C'est-à-dire, qui aurais-je pu devenir, qui aurais-je dû devenir, et qu'est-ce qui, dans la toxicité de mon environnement, m'a empêché? Un peu mai 68, jouissait sans entrave, mais vous dites qu'on est peut-être allé trop loin. C'était bien aussi d'éliminer ces carcans. Je rappelle que ces slogans de 68, jouissez sans entrave, demandez l'impossible, soyez réaliste, demandez l'impossible. Il est interdit d'interdire. Interdit d'interdire. Tous ces slogans sont devenus des slogans publicitaires dans les années 90. Voilà, sois toi-même, viens comme tu es, parce que tu le vaux bien, nous disent les publicités, ou encore penser différemment. Think Different, ça c'est Apple, en 1984, lors du grand spot publié au Super Bowl, se revendiquant quand même de Orwell. C'est quand même très très intéressant. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit quelqu'un qui casse une société qui est oppressante. Et c'est un individu. C'est pas nous tous, dans une lutte des classes, par exemple, on va faire la révolution. Non, c'est rebelle-toi contre ton environnement toxique. Oui, on a oublié de dire que l'autre est essentiel, et que l'homme est un animal social. Ça fait pas une aventure collective. D'accord. Il nous reste quelques minutes, 5 minutes, Gérald Bronner, et puisque cette émission est dédiée à la laïcité, en Belgique, contrairement à la France, notre laïcité n'est pas inscrite dans la Constitution. C'est une laïcité un peu différente. Notre émission s'appelle En quête de sens, libre ensemble, et je sais qu'en octobre, vous avez consacré une de vos chroniques justement au retour prétendu des religions, et qu'on assistait peut-être à une revanche des religions. Quel est votre avis sur ça? C'est peut-être aussi des mythes qu'on a perdus? Alors ça, d'abord, c'est quelque chose qu'on voit seulement à très court terme, parce qu'à long terme, c'est l'inverse qui va se produire. D'après l'article de Science que je mentionne, qui est une étude longitudinale. Donc effectivement, par exemple, en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais on a vu une recrudescence des baptêmes, y compris d'adultes. Tout à fait. Même à mon avis, d'églises
protestante ou baptiste. Il y a plusieurs explications à ça. Sans doute que la religion, elle fait des propositions sur le marché des idées qui sont alléchantes. Elle donne du sens au monde, catégorie de bien, de mal, et puis elle donne un espoir post-mortem, etc. Bon, c'est aussi une forme d'aliénation mentale, encore une fois, face à l'incertitude. Le fameux opium du peuple. Est-ce que tu es capable de bien te tenir ? C'est-à-dire, est-ce que tu peux regarder l'incertain, le miroir de l'incertain, sans baisser les yeux ? Et à mon avis, se précipiter vers des théories du complot ou des formes de religiosité superficielle. Un masculinisme pour les hommes. Etc. Il y a toutes sortes de récits qui essayent de réduire nos incertitudes, y compris identitaires. Et puis, peut-être aussi que ce retour, par exemple, des catholiques vers cela, c'est une mesure de réaction face à d'autres types de revendications identitaires. Et là, on est dans la polarisation de la société. Mais ceci étant, cet article fascinant auquel j'ai consacré une chronique montre que de façon longitudinale et dans toutes les religions, il y a une baisse de la religiosité. Ce qui est très contre-intuitif et ce qui est très intéressant aussi parce que ça va dans le sens de la sécularisation et donc en fait d'une forme de désenchantement du monde. À quoi va aboutir ce désenchantement ? Je n'en sais rien, on pourrait s'en réjouir ou d'autres pourraient s'en inquiéter en disant mais quel type de représentation du monde va rendre les services que rendait en termes cognitifs la religion ? Puisqu'on sait bien, par exemple, qu'au XXe siècle, il y a eu une chute considérable du prestige des institutions religieuses, c'est ce qu'on appelait la théorie de la sécularisation, auquel certains auteurs ont pensé que se substituaient les grandes idéologies, notamment Raymond Aron qui parlait de religion séculière. Et on sait que ces grandes idéologies, entre parenthèses, ont fait des millions, des dizaines de millions de morts. Bien sûr. Donc, pour autant, la sécularisation, ce serait séparer l'Église de l'État et donc ne pas mêler les religions à la gestion d'un commun. Que chacun puisse vivre sa religion chez lui, en privé. Je peux dire que j'applaudis à cette idée. Ce serait formidable, La France a séparé l'Église et l'État, ça fait bien longtemps. Et en effet, liberté de religion, bien sûr, liberté de croyance, c'est tout à fait... Nous sommes une monarchie, évidemment. C'est très important. C'est un peu différent. Mais en même temps, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas des revendications dans l'espace public qui soient incompatibles avec les valeurs de la nation, tout simplement. Donc les valeurs qui sont, disons, concurrentes nous enrichissent, les valeurs qui sont contradictoires nous appauvrissent, il faut le dire fermement. Vous dites aussi, nous vivons ensemble, mais chacun dans son propre monde, hein, comme on l'a dit, il y a une espèce de séparation de chacun. Cette émission s'appelle Libre Ensemble. Vous le rappelez aussi qu'effectivement, la liberté, elle va se voir dans l'autre, et l'autre va permettre la mienne aussi, contrairement à ce que veulent faire croire d'autres. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a plein d'initiatives, peut-être, oui, parce que toute action crée une réaction, il y a plein d'initiatives formidables en ce moment. Je voyais que le journal La Croix, je ne connais pas spécialement, mais en France, ils ont une origine chrétienne en l'occurrence. Moi, je ne suis pas baptisé, je tiens à le dire, au cas où il y a le moindre doute, mais eh bien, ce journal, il fait se rencontrer les lecteurs qui ont des points de vue différents en vrai, dans la vraie vie. Et c'est ce qu'il y a de fabuleux là-dedans, c'est que le fait de rencontrer l'autre, souvent fait baisser la haine que vous pourriez avoir sur cet individu concernant ses valeurs si vous échangiez sur les réseaux sociaux. En fait, je crois que la grande aventure, finalement... Et Charlie Coq faisait un peu ça, je vous coupe 2 secondes, mais effectivement, soi-disant, il faisait des débats avec des jeunes qui montraient, mais c'était une forme de prosélytisme. Voilà, dans le but d'humilier en fait, ses interlocuteurs, parce que c'était une machine argumentative très performante. Donc l'idée, c'était de dire, il fallait un certain courage, je ne dis pas le contraire, mais c'était plutôt pour humilier ses interlocuteurs. Moi, je pense qu'il faut penser des dispositifs aujourd'hui pour retrouver l'autre dans sa différence et pour éventuellement s'en enrichir. C'est pour ça que je crois que dans le triptyque liberté, égalité, fraternité, il y en a un qu'on n'a peut-être pas encore assez élaboré d'un point de vue analytique, c'est la fraternité. C'est-à-dire comment faire que l'autre soit à la fois un autre moi-même et à la fois tellement différent qu'il m'ouvre au réel et à l'univers. Et en tout cas, chez nous, il y a un tissu associatif qui est là et qui œuvre pour ça. Je ne sais pas en France, mais le combat est peut-être déjà là, en fait. Le combat est déjà là. Je dis, toute action crée une réaction, donc ne désespérons pas. Tant qu'il y a de l'humain, franchement, il y a de l'espoir, et tant qu'il y a de l'autre et de l'imprévu, alors essayons de demeurer ouverts à l'imprévu. Et puis, en vous lisant, Gérald Bronner, À l'assaut du réel, c'est paru chez... Presse universitaire de France. Presse universitaire, au PUF. Au PUF. À l'assaut du réel, que l'on vous conseille et que j'ai vraiment adoré. Parce qu'il y a, comme je disais, 400 pages, mais avec beaucoup, beaucoup d'exemples et d'aventures. Et donc, on vous suit comme dans un road movie à travers le réel. La moindre des politesses, quand on s'adresse à un lectorat, c'est d'essayer d'être intéressant et de leur proposer des choses qui édifient leurs esprits. Qui les fait s'évader. Merci beaucoup, Gérald Bronner, d'avoir été là. Merci à tous d'avoir choisi de nous écouter aujourd'hui. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.